Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Égypte à la une, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces derniers jours. Et on va commencer donc par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à une conférence régionale à Bagdad. Les autorités qui étaient réunies donc samedi 28 août à Bagdad, la conférence à laquelle a participé le président el-Sisi a pour objectif d'apaiser les tensions régionales. Regardons donc les détails sur cette conférence de Bagdad dans ce commentaire. Samedi 28 août, plusieurs chefs d'État, dont le président Abdel Fattah el-Sisi et représentants de plusieurs pays du Moyen-Orient, se sont réunis à Bagdad pour un sommet aux enjeux capitaux pour l'Irak qui tente de s'imposer comme médiateur entre rivaux régionaux. Outre le président Abdel Fattah el-Sisi, son homologue français Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie étaient présents, tout comme des représentants des Émirats arabes unis, du Qatar et du Koweït, mais surtout de l'Arabie saoudite et de l'Iran, représentés par son chef de la diplomatie. En avril dernier, Bagdad a accueilli les premières rencontres entre représentants des deux pays depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 2016. La conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat marque le rétablissement du rôle actif de l'Irak dans la région en tant que conciliateur, a déclaré le porte-parole du gouvernement de Mustafa al-Kazimi, Hassan Nazem. La crise afghane et la lutte antiterroriste se sont invités samedi au sommet de Bagdad où les dirigeants régionaux et Emmanuel Macron ont aussi dit leur attachement à la souveraineté de l'Irak qui ambitionne de jouer un rôle de médiateur entre ses voisins. L'Irak, où des cellules de Daesh continuent de mener des attentats 4 ans après sa défaite militaire, et la France sont des partenaires clés dans la guerre contre le terrorisme, lui a répondu le Premier ministre irakien Mustafa Kazimi. L'Irak, où des cellules de Daesh continuent de mener des attentats 4 ans après sa défaite militaire, et la France sont des partenaires clés dans la guerre contre le terrorisme, a déclaré le Premier ministre irakien Mustafa Kazimi. Nous refusons que l'Irak soit utilisé comme terrain de conflits régionaux et internationaux, a-t-il ensuite martelé lors de son intervention à la conférence conjointe de presse avec Emmanuel Macron. Paris fournit à l'Irak un appui militaire, notamment aérien, avec en moyenne 800 hommes dans le cadre de la coalition internationale qui continue de livrer bataille contre Daesh. Quelques 2500 soldats américains sont toujours déployés en Irak. Aucune date n'a été fixée pour leur retrait définitif, mais à partir de l'an prochain, ils se contenteront officiellement à un seul rôle de conseiller auprès des forces irakiennes. Par cette conférence régionale, l'Irak souhaitait désamorcer les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite, selon un conseiller de M. Kazimi. La seule présence des chefs de la diplomatie iranien et saoudien est une réussite, s'est réjoui à un conseiller du Premier ministre irakien. L'Iran et l'Arabie saoudite n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2016 et ils s'opposent sur les conflits yéménites et syriens. Lors de son intervention, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Ben Farhan a souligné les efforts du gouvernement irakien pour lutter contre Daesh et contrôler les armes entre les mains des milices armées, une allusion au Hashd al-Sha'bi, une organisation composée de dizaines de groupes paramilitaires chiites dont la plupart sont pro-Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a dit, lui, son attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale de l'Irak, sans évoquer les accusations portées contre son pays par les militants irakiens, ni désigner nommément l'Arabie saoudite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu en marge du sommet de Bagdad avec son homologue français Emmanuel Macron. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a fait l'éloge de la progression des relations égypto-françaises dans les divers domaines. Le président el-Sisi a exprimé son appréciation de renforcer la coordination politique avec la France et l'échange de visions vis-à-vis des diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. De son côté, Emmanuel Macron a valorisé les liens étroits entre la France et l'Égypte et les relations profondes d'amitié entre les deux pays. Macron a également loué le rôle que joue l'Égypte dans la stabilité de la région et la lutte contre le terrorisme. Et toujours en marge du sommet régional de Bagdad, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi. Selon l'ambassadeur Bassem Rodi, lors de l'entretien, le président el-Sisi a affirmé le soutien total de l'Égypte au peuple irakien
à toutes les échelles pour qu'il relève les défis actuels, le terrorisme, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Irak. Le président Al-Sisi a insisté sur le fait d'accélérer les projets communs avec l'Irak afin que les réalisations économiques allaient de pair avec les réalisations politiques. Pour sa part, M. Kazemi a souligné que l'Irak valorisait les efforts égyptiens pour soutenir l'Irak à tous les niveaux. Il a souhaité voir se renforcer la coopération avec l'Égypte dans le cadre du mécanisme tripartite avec la Jordanie ou de la coopération bilatérale. Et durant cette semaine, donc, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté par visioconférence au 4e sommet du G20 sur l'initiative Compact with Africa qui s'est tenu le 27 août 2021. Dans son discours lors du sommet, le président el-Sisi a fait un rapide aperçu des grandes réalisations de développement en Égypte au cours des dernières années. Et donc, pour plus de détails donc, sur ce sommet, Compact with Africa et la participation de l'Égypte, regardons ce commentaire. Au cours du 4e sommet du G20 sur l'initiative Compact with Africa, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de l'initiative en tant que mécanisme efficace pour promouvoir les efforts de développement économique dans les pays du continent africain en partenariat avec le G20, d'autant plus qu'elle dépend de l'élaboration des plans d'action adaptés aux priorités de chaque pays et cohérents avec ses objectifs et aspirations nationales. Le président a souligné qu'il s'agissait du premier sommet de l'initiative Compact with Africa où depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, qui représente l'un des défis les plus difficiles auxquels le monde a été confronté depuis des décennies, en souffrant encore de ses répercussions et de ses effets négatifs prolongés, en particulier sur les efforts des pays africains qui visent à réaliser le développement global et durable. Le président a rappelé à cet effet que le programme de réformes économiques mis en œuvre par le gouvernement égyptien depuis 2016 en coopération avec le Fonds monétaire international a largement contribué à épargner à l'Égypte de nombreuses conséquences négatives de la pandémie et a permis à l'État de mettre en œuvre des mesures économiques et sociales qui se sont avérées efficaces à tous les niveaux. Il a noté que l'économie égyptienne est devenue plus capable que jamais de faire face aux défis et de répondre aux besoins et aux aspirations du peuple égyptien. Et d'ajouter, nous sommes conscients de l'ampleur des défis que nous devons encore affronter pour atteindre les objectifs escomptés. Le président el-Sisi a insisté sur l'importance du partenariat africain avec le G20 comme l'un des mécanismes de coopération internationale pour parvenir au développement et pour lutter contre les incidences délétères de la pandémie. Le président a souligné que la question de la production et de la distribution des vaccins contre le coronavirus est devenue une priorité impérieuse à la lumière de l'importance des vaccins dans la réduction des taux de contamination et l'allègement de la pression sur les systèmes de santé. Et d'ajouter que la vaccination permettra le retour à la vie normale et la reprise des activités économiques et sociales. Cependant, il a poursuivi que les lots de vaccins disponibles pour les pays africains sont bien inférieurs à leurs besoins et les mécanismes de coopération internationale dans ce domaine, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, se heurtent encore à de nombreuses difficultés concernant la production et la justice de la distribution. Le président a pourtant précisé que les pays africains n'ont ménagé aucun effort pour obtenir les doses de vaccins dont ils ont besoin afin de protéger leurs citoyens et poursuivre leurs efforts de développement. Il a à cet égard passé en revue les efforts égyptiens pour localiser la production des vaccins anti-Covid en coopération avec la Chine pour assurer la disponibilité des vaccins dans le pays. Le président a signalé que la coopération internationale dans le domaine de la fabrication, de la distribution et de l'accès aux vaccins contre le coronavirus est essentielle à la reprise de l'économie africaine et mondiale, mettant l'accent sur l'importance d'étayer les pays africains à produire localement des vaccins anti-Covid en facilitant le transfert de l'expertise et de la technologie nécessaires. Le président a exprimé sa grande appréciation et sa gratitude à la chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts continus et sincères pour soutenir les pays africains en vue de réaliser un développement global et durable, ce qui s'inscrit dans le cadre du partenariat constructif entre l'Allemagne et les pays africains, que ce soit à travers des forums multilatéraux ou des relations de coopération bilatérale entre l'Allemagne et les pays africains.
Le président a enfin salué le partenariat entre l'Égypte et l'Allemagne qui a connu un grand élan à tous les niveaux politiques, économiques et commerciaux grâce aux efforts de la chancelière allemande à qui il a souhaité tout le succès pour ses futurs projets. Donc on revient au dossier du sommet régional de Bagdad et sachant qu'en marge de ce sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec l'émir du Qatar selon la présidence égyptienne. Une première donc depuis le sommet qui a mis fin en janvier à l'isolement de Doha de la part de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de Bahreïn. On va donc voir un commentaire sur les entretiens entre le président el-Sisi et l'émir du Qatar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré à Bagdad le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar. Le président a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer une coopération fructueuse avec le Qatar, notamment dans les domaines de la reconstruction et le développement dans le cadre d'un respect mutuel, des intérêts communs et des intentions sincères qui constituent des principes de la politique égyptienne. Pour sa part, l'émir du Qatar a exprimé son appréciation pour l'amélioration des relations égypto-qataries, saluant les récentes visites et la reprise des cadres de coopération bilatérale entre les deux pays. Il a souligné dans ce contexte l'aspiration du Qatar à intensifier les concertations avec l'Égypte pour relancer les relations bilatérales afin de satisfaire aux aspirations des deux pays. Il a salué le rôle stratégique et pivot de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi pour résoudre les crises régionales et instaurer la stabilité, la sécurité et le développement dans la région. Le président el-Sisi et l'émir du Qatar ont enfin convenu de maintenir les contacts, de poursuivre les consultations et de relancer la coopération entre les deux pays au cours de la prochaine période, et ce à la lumière des progrès constatés récemment au niveau des relations égypto-qataries. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, est arrivé donc hier, dimanche, en Algérie pour prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye les 30 et 31 août sur invitation de l'Algérie. La participation de l'Égypte à cette réunion émane de son grand intérêt à soutenir le peuple libyen et à renforcer toutes les démarches visant à réaliser un règlement politique de la situation en Libye de sorte à enraciner les piliers de l'État et d'unifier ces différentes institutions nationales. Cela donc conformément à la feuille de route convenue, y compris l'échéance électorale le 24 décembre prochain, tout en affirmant l'importance du départ de toutes les forces étrangères ainsi que tous les mercenaires et combattants étrangers jusqu'à parvenir aux aspirations du peuple libyen, à la stabilité et à la floraison. Sameh Choukri devrait donc tenir en marge de sa visite des rencontres bilatérales avec ses homologues participants à la réunion pour discuter des questions relatives au cadre de la coopération bilatérale ainsi que de la conjoncture régionale et des questions d'intérêt commun. L'Égypte rouvre partiellement le point de passage de Rafah jeudi. Le passage de Rafah a été rouvert pour les voyageurs se rendant à Gaza depuis l'Égypte. Il a été ouvert dans les deux sens dimanche selon le ministère de l'Intérieur de l'enclave dirigé par le mouvement Hamas. Pour plus de détails, regardons ce reportage. Seule ouverture depuis la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël, le passage de Rafah a été rouvert dans les deux sens dimanche 29 août, indique le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza. L'Égypte a partiellement rouvert jeudi 26 août après plusieurs jours de fermeture. Le point de passage de Rafah frontalier de l'enclave de Gaza soumise à un blocus imposé par Israël qui a également annoncé l'assouplissement de restrictions sur l'entrée de marchandises vers le territoire palestinien. Le 20 mai, le président Abdel Fattah el-Sisi avait fait ouvrir le point de passage pour envoyer de l'aide humanitaire et pour permettre à des Gazaouis blessés lors de la guerre de 11 jours au mois de mai entre Israël et des groupes armés de Gaza dont le Hamas d'être soignés en Égypte. Le point de passage de Rafah avait été fermé lundi. La fermeture était survenue après un week-end de violence entre les forces israéliennes et des manifestants palestiniens ayant fait une quarantaine de blessés le long de la barrière séparant l'État hébreu
de la bande de Gaza. Jeudi, le point de passage de Rafah, seule ouverture de la bande de Gaza vers le monde extérieur qui ne soit pas contrôlé par Israël, a été rouvert pour les voyageurs se rendant à Gaza depuis l'Égypte. Il a été ouvert dans les deux sens dimanche, selon le ministère de l'Intérieur de l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas. L'Égypte prend livraison du premier million de doses Vaxera Sinovac. Le ministère égyptien de la Santé a pris livraison du premier million de doses de vaccin anti-coronavirus Vaxera Sinovac, produite localement en vertu d'un accord de coopération entre la société chinoise Sinovac et la holding pour les produits biologiques et les vaccins Vaxera, a annoncé la ministre de la Santé, Dr El Zeid. Les injections ont été distribuées au centre de vaccination à travers la République, a indiqué la ministre lors d'une réunion par vidéoconférence avec le personnel de Vaxera, qu'elle a remercié en son nom et au nom du Premier ministre. Le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que ces doses avaient été remises aux entrepôts de l'approvisionnement médical du ministère après avoir été soumises aux tests nécessaires conformément aux exigences de l'OMS, puis ont été distribuées au centre de vaccination. L'Allemand Siemens signe avec EEHC pour la production de l'hydrogène vert. Après avoir atteint l'autosuffisance en gaz naturel, l'Égypte vise donc une consommation d'énergie plus durable. Le pays multiplie les efforts pour produire de l'hydrogène vert et attirer les acteurs de premier plan dans ce cadre. Regardons donc ce commentaire sur ce sujet. Le géant Siemens Energy renforce son partenariat avec l'Égypte dans le domaine de l'énergie. Le groupe allemand signe un accord cadre avec Egyptian Electricity Holding Company pour la production de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables. Christian Brach, le président directeur général du groupe Siemens Energy, attend l'Égypte pour la signature d'un protocole avec le président du conseil d'administration d'Egyptian Electricity Holding Company. Le géant allemand de l'énergie vient surtout renforcer son partenariat avec l'Égypte après avoir jeté les bases d'une coopération sur le développement de l'industrie de l'hydrogène en janvier 2021. Sous la houlette de Mohamed Sheikh, son ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, l'Égypte veut devenir un pays pionnier en matière de développement, de production et d'exportation de l'hydrogène vert en Afrique. Et l'engagement du gouvernement égyptien attire de nombreuses entreprises internationales convaincues par le dynamisme de son secteur de l'énergie. Christian Brach, directeur général de Siemens, affirme qu'ils sont fiers d'étendre leur longue tradition de coopération avec l'Égypte à cette industrie émergente qui a la capacité de décarboniser considérablement l'industrie et d'accroître la diversité économique. Et d'ajouter que le développement d'un écosystème et d'une chaîne de valeur de l'hydrogène en Égypte a le potentiel d'offrir un avenir plus durable et plus prospère aux Égyptiens. Le protocole d'accord désigné par Siemens porte essentiellement sur l'investissement, le transfert de technologies et la mise en œuvre de projets liés à la production d'hydrogène basés sur les énergies renouvelables en Égypte. Cette coopération pour le développement conjoint de l'industrie de l'hydrogène vert avec l'EEHC commencera par la mise en œuvre. Cette coopération pour le développement conjoint de l'industrie de l'hydrogène vert avec la compagnie holding égyptienne d'électricité commencera par la mise en œuvre d'un projet pilote. Les deux partenaires construiront une installation dotée d'une capacité d'électrolyse comprise entre 100 et 200 MW. L'électrolyse est le processus qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie chimique. Cette production sera basée sur les énergies renouvelables, l'Égypte étant l'une des pionnières en la matière en Afrique. Selon Siemens, cette première unité de production de l'hydrogène vert contribuera au déploiement précoce de la technologie, à l'établissement d'un panorama de partenaires, à la mise en place et au test de l'environnement réglementaire et de la certification, à l'établissement de relations d'achat et à la définition de concepts logistiques. Avec l'investissement dans l'industrie naissante de l'hydrogène vert, Siemens devient un acteur de premier plan dans le secteur énergétique égyptien, car le groupe est actif dans le pays d'Afrique du Nord à travers notamment Siemens Gamesa. Le producteur indépendant d'électricité a d'ailleurs obtenu l'accord du gouvernement égyptien il y a 2 ans pour la construction de 2 parcs éoliens de 500 MW à Ras Gharib dans le golfe de Suez. Et sur notre page sportive du programme, les Jeux paralympiques de Tokyo, le ministre des Sports, Achraf Sobhi, a félicité les 2 athlètes égyptiens, Cherif Osman et Rehab Radwan, ayant décroché 2 médailles d'argent
En haltérophilie, aux Jeux paralympiques de Tokyo, les deux athlètes ont réussi dans les catégories de 59 kg et 50 kg et le ministre leur a adressé ses vœux lors d'un appel vendredi dernier par visioconférence. Mahmoud Sabri a lui aussi remporté la médaille d'argent en haltérophilie aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le champion Mahmoud Sabri a réussi à soulever 185 kg au premier essai et a échoué à soulever 192 au deuxième essai. Il s'agit de la troisième médaille d'argent de l'Égypte en haltérophilie aux Jeux paralympiques de Tokyo. Et donc sur notre page concernant l'archéologie et le tourisme, on va passer à cette nouvelle découverte du fossile d'une nouvelle espèce de baleine en Égypte. Des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine de la classe des amphibiens. Le fossile a été retrouvé dans la région de Fayoum, au sud du Caire, dans une partie de l'Égypte autrefois recouverte par une mer. Voici un reportage. Des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine de la classe des amphibiens datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire. C'est ce qu'a annoncé un membre de l'équipe de recherche jeudi 26 août à la télévision égyptienne. Il s'agit d'une espèce qui n'était pas connue des scientifiques, a affirmé Hicham Salam, professeur de paléontologie. Il a ajouté que c'était la première fois qu'une équipe de recherche arabe est chargée de documenter une telle découverte. La nouvelle espèce de baleine, qui mesurait plus de 3 mètres et pesait environ 600 kilos, a été baptisée Phiomicetus anubis, nom dérivé de son lieu de découverte Fayoum et du dieu Anubis, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes protecteurs des morts et des nécropoles. Le fossile a été retrouvé dans la région de Fayoum, une partie de l'Égypte autrefois recouverte par une mer, où se situe également la vallée des baleines, qui contient des restes de fossiles inestimables, selon l'UNESCO. La baleine avait à la fois la capacité de marcher sur la terre ferme et de nager dans la mer, a affirmé le ministère de l'Environnement égyptien dans un communiqué publié mercredi. Le ministère explique que cette découverte témoigne de l'évolution des baleines qui étaient des mammifères terrestres avant de devenir des mammifères marins. Une étude anatomique du fossile démontre que cette nouvelle espèce de baleine est complètement différente des autres espèces déjà connues, ajoute le ministère. Le mammifère était un grand prédateur avec de grandes mâchoires puissantes qui lui permettaient de contrôler l'environnement dans lequel il vivait. En plus du ministère de l'Environnement, la mission de recherche égyptienne était soutenue par le ministère de l'Éducation ainsi que par l'université de Mansoura au nord-est du pays. On va terminer donc cette émission avec l'obélisque de Paris ou obélisque de la Concorde qui provient du temple de Luxor en Haute-Égypte. C'est un des monuments les plus emblématiques de la capitale française et symbole du rayonnement de la France. Retour donc sur l'histoire de cet obélisque et donc son transfert vers la capitale française dans ce reportage. L'obélisque de Paris provient du temple de Luxor en Égypte. Vieux de 3300 ans, il est fabriqué en granit rose d'Assouan et mesure 23 mètres de haut et pèse 222 tonnes. Il a été offert en 1830 par l'Égypte en reconnaissance du travail du français Champollion pour la traduction des hiéroglyphes. Le roi Louis-Philippe décida de l'ériger au centre de la place de la Concorde, ce qui fut chose faite le 23 octobre 1836, après bien des péripéties pour le ramener. Un navire est spécifiquement construit à cet effet pour transporter l'obélisque, mais aussi pouvoir passer sous les ponts de la Seine. Il part en avril 1831 de Toulon et arrive sur le Nil en août. Il doit faire face à la crue du Nil, aux tempêtes hivernales et au creusement des canals pour atteindre le temple de Luxor. Il repart en avril 1833 et atteint Paris en décembre 1833. L'obélisque de Paris se situe dans l'alignement parfait que constitue l'axe historique de Paris. Du Louvre à l'Arche de la Défense, en passant par le jardin des Tuileries, l'Arc de Triomphe et l'avenue des Champs-Élysées. Son piédestal était à l'origine carré et orné de 16 singes dressés sur leurs pattes arrière, qui laissaient entrevoir leur sexe. Pour ne pas heurter les yeux prudes des Parisiens de l'époque, il fut décidé de ne pas installer ce piédestal, mais de le remplacer par un plus conventionnel, une structure de 9 mètres de haut. L'obélisque de Paris est orné de magnifiques hiéroglyphes
sur chacune de ces faces représentant des dieux ou pharaons égyptiens comme Ramsès II. À son sommet est érigée une structure pyramidale appelée pyramidon. Haut de 3,60 mètres, il est en bronze recouvert de feuilles d'or. L'obélisque de Paris porte son ombre sur la magnifique place de la Concorde. Cette place, la plus vaste de Paris avec 8,64 hectares, a été conçue en 1755 et doit son nom à la volonté de réunir le peuple après la période trouble de la Terreur. Place atypique car elle est non délimitée par des bâtiments sur 3 de ses côtés. En effet, les Champs-Élysées, le jardin des Tuileries et la Seine la délimitent, tandis que seul à l'ouest, des bâtiments sont présents. Voilà donc, c'était tout pour l'Égypte à la une. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent la relève.